5 minutes 04, c'est parti, on y va. Donc, d'abord, je voulais me présenter un petit peu le contexte. Moi, je suis actuellement étudiante en brevet professionnel éducateur canin au lycée agricole de Sibins. Donc, je suis actuellement en formation pour devenir éducateur canin, même si nos formateurs n'arrêtent pas de nous répéter qu'on l'est déjà. Avec tout ce qu'ils nous ont appris et puis les expériences qu'on a eues grâce à nos stages. Mais bien sûr, une compétence, ça se construit tout au long de la vie et je ne compte pas m'arrêter à cette formation au niveau des formations justement. Je vais vous parler de ce que nos émotions ont comme impact sur nos chiens. D'abord, je voulais parler du comment. Du comment déjà nos chiens ressentent nos émotions. Alors, il y a des études qui ont été faites, je n'ai pas forcément repris toutes les données à ce propos-là, mais il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que nos chiens arrivent à percevoir nos émotions, notamment grâce à principalement grâce à notre non-verbal, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit tant qu'on leur a pas appris la signification d'un mot. Par exemple, un chien ne sait pas ce que veut dire assis tant qu'on n'a pas fait le lien entre ce mot-là et le comportement de s'asseoir. Donc, le chien ne parle pas de l'humain, voilà, tout simplement. Donc, les mots qu'on dit, c'est des trucs complètement abstraits pour lui. Donc, il se rabat sur ce qu'il connaît de nous grâce à la coévolution, le fait que le chien vit avec l'homme et évolue à ses côtés depuis excessivement longtemps. Et pour réussir à réaliser cette entreprise de coopération avec l'homme, il a dû apprendre à nous lire. Et donc, ce qu'il a appris à lire, c'est notre non-verbal. Le non-verbal, c'est tout ce qu'on dit avec notre corps et plus particulièrement avec notre visage. Il faut savoir aussi que le chien est capable de faire l'association entre ce qu'exprime notre visage et notre corps et ce que va exprimer notre voix. C'est-à-dire que si vous avez l'air content, mais que vous lui parlez sur un ton dur, il va y avoir une dissonance. C'est-à-dire que les deux choses vont pas correspondre pour lui. Et du coup, il va réagir, il va pouvoir être surpris, enfin, il va pas comprendre. Et c'est pour ça que la façon dont on dit les choses, on les répète avec le même ton. Et c'est pour ça que le assis très calme qu'on aura à la maison, parce qu'on est dans le salon, qu'on lui demande de s'asseoir et que c'est cool, sera pas du tout le même, notamment au niveau de notre ton, que celui qu'on va avoir à un moment où on a besoin qu'il s'assoie en urgence dans la rue avant de traverser la route, par exemple, où on va lui demander de s'asseoir, mais on sera très nerveux et plutôt que le assis très cool qu'on aura d'habitude, on va avoir un assis beaucoup plus sec et beaucoup plus tendu et on aura une gestuelle. Ne pas se toucher le visage, c'est très très dur. On aura une gestuelle qui sera tendue également et le chien ne comprendra plus le mot en fait, il verra plus que l'émotion. Donc voilà, donc ils lisent notre langage non verbal, ils entendent au ton de notre voix et à la façon dont on s'exprime nos émotions. Et quelque chose sur lequel j'ai pas trouvé d'études, mais j'ai appris que le chien a un odorat de dingue comparé à nous et que cet odorat lui permet de sentir les hormones ou les phéromones que nous on produit avec notre corps. Et comme une émotion, comme je vais vous l'expliquer juste après, c'est justement la transmission d'un message chimique et électrique dans notre corps. Donc, on va produire, en fonction de l'émotion, des hormones, des phéromones, tout un tas de petites molécules chimiques. À mon avis, le chien est capable aussi de les percevoir et du coup, ça lui donne une indication sur comment on se sent. Il y a une étude qui a été faite au niveau de la production d'hormones. Ils ont étudié les variations de cortisol entre un humain et son chien. Ils ont fait cette étude que pour les femmes pour l'instant,
mais ils prévoient de l'étendre bien sûr à une enquête sur les hommes. Et ils ont remarqué que la production de cortisol du chien est corrélée avec celle de l'humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'humaine, en l'occurrence, avait un pic de production de cortisol, le cortisol, c'est ce qu'on produit quand on a une réaction de peur ou de stress. C'est quelque chose qui va mettre notre cerveau en état de survie, enfin en mode survie, et qui va booster nos réactions physiologiques dont on a besoin pour survivre et qui va éteindre celles dont on n'a pas besoin. Donc par exemple, quand on est en mode survie, le raisonnement, la logique n'est pas quelque chose dont on a besoin. Notre cerveau a besoin que notre corps réagisse vite, voire très très vite. L'étude sur le cortisol. Donc ils ont montré que quand ce cortisol augmentait chez les femmes, elle augmentait de manière tout aussi significative chez les chiens. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un gros stress chez notre chien, une grosse production de cortisol chez notre chien ne va pas engendrer de pic de cortisol, de production de cortisol chez nous. Donc voilà comment je pense que le chien ressent nos émotions et les intègre. Donc il y a eu des études de fait sur comment il réagit à la vue, comment il réagit à la voix, le lien qu'il fait entre les deux, ce qui montre de grosses capacités cognitives. Et j'ai pas trouvé d'études sur le flair, mais je vois pas comment, étant donné qu'il est capable de sentir nos hormones, et pourquoi il les sentirait pas au moment où on les produit sous le coup de l'émotion. Donc ça, c'est du côté du chien. Comment le chien ressent nos émotions. Il y a eu une question d'Hélène tout à l'heure qui demandait est-ce que le chien ressent, lui, les mêmes émotions que nous. Donc d'après ce que j'ai pu lire et trouver comme information, il resterait le chien aux six émotions primaires, en fait. C'est-à-dire la peur, le dégoût, la colère, la surprise, la joie, la tristesse. J'ai mes petites notes à côté, c'est pour ça que je tourne la tête. Donc ça, c'est des émotions qui sont, entre guillemets, universelles et surtout qui sont... c'est les émotions de base pour assurer notre survie. Les émotions, elles sont là pour assurer notre survie. En fait, tout ce que fait notre cerveau, c'est toujours pour assurer notre survie. Quelle que soit la réaction qu'il a, la production d'hormones qu'il va générer, c'est toujours dans un même but, assurer notre survie. La peur, par exemple. Ben, la peur, ça permet de mettre le corps en condition pour avoir une des trois réactions qu'on peut avoir quand on est en situation d'urgence. Il faut savoir que chez nous, c'est comme chez les animaux, en situation d'urgence et en situation de survie, on va avoir trois réactions qui vont être la fuite, l'inhibition, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, on va bugger un petit peu quand même, et l'agression. Ces réactions-là, elles sont provoquées par l'émotion. L'émotion, elle se produit dans le cerveau, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel, c'est inné, c'est automatique, c'est inconscient, et ça a pour but de nous protéger. Ça prend naissance au sein de notre cortex. Et en fait, ça va passer par le thalamus qui va recevoir les informations sensorielles, tout ce qui est vue, odorat, toucher, etc. Ensuite, ça va être réparti dans certaines zones de notre cerveau. Ça va arriver jusqu'à l'amygdale, qui est bien profonde dans le cerveau, parce que comme je vous le disais, c'est tous des éléments qui nous permettent d'assurer la survie. Donc c'est vraiment la base de la base. Cette amygdale, en fait, elle va provoquer, elle va générer la production et l'émission de neurotransmetteurs. Il va y avoir un message électrique également, qui va modifier notre corps, qui va accélérer notre rythme cardiaque, qui va envoyer le sang dans les organes dont on a le plus besoin pour survivre, etc. Et donc ça, c'est l'hypothalamus qui le fait. C'est-à-dire qu'il retranscrit les effets de l'émotion sur l'organisme. Voilà, donc comment naissent les émotions. Et du coup, moi, ce que je trouve important dans cette information-là, c'est qu'en gros, on ne peut pas les contrôler. Une émotion, ça ne se contrôle pas. Éventuellement, ça se gère une fois qu'elle est arrivée, mais ça ne se contrôle pas. L'émotion, l'information que je cherchais liée à ça, c'était l'émotion, elle est détectée avant qu'on en ait nous-mêmes conscience. Environ une demi-seconde avant qu'on ait conscience que l'émotion est là, elle est déjà là. Donc du coup, c'est pas du tout possible de
contrôler ses émotions. C'est pas possible de ne pas avoir peur quand quelque chose nous fait peur. C'est pas possible de ne pas être heureux quand on est face à quelque chose qui déclenche cette émotion de joie dans notre cerveau. Donc, on ne peut pas contrôler les émotions. Ça me fait penser à une des questions qui a été posée aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer le ressenti, le fait que mon chien ressente mes émotions? En fait, on peut pas. Parce que si on peut pas les contrôler, on peut du coup forcément pas l'empêcher, lui, de les voir, enfin de les ressentir. Donc, on verra après comment on peut faire pour que ça ait moins d'impact, mais comment faire pour qu'ils les ressentent moins, à mon sens, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, c'est pas possible. Voilà. Donc concrètement, le fait que notre chien, il ressent nos émotions, qu'est-ce que ça fait en fait dans la vraie vie entre guillemets? Déjà, tout simplement, notre chien ressent nos émotions et du coup, il va lui-même ressentir des émotions. Parce que par exemple, si notre chien a peur, réalise que nous, on a peur, son cerveau, mode survie, et en plus, eux sont bien plus en mode survie que nous, parce qu'ils sont restés plus proches de l'état où les événements ont beaucoup plus d'impact sur leur survie ou non. Par exemple, l'instinct de chasse qui est vachement prononcé chez eux, enfin qui est toujours là, même chez eux, alors que nous, la chasse, on la pratique à titre de loisir. Je mets des gros guillemets partout quand je parle de la chasse. Chez eux, c'est encore quelque chose d'essentiel et de vital. Et c'est pour ça que chez eux, il est beaucoup moins atténué que chez nous. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir chasser pour savoir survivre. Il faut savoir aussi que les 6 émotions de base dont je vous ai parlé, ce sont des émotions de base qui sont partagées par tous les animaux, puisque tous les animaux sont en mode survie. Et nous, du fait de notre évolution et du fait que notre survie est plus corrélée aux mêmes éléments qu'eux, on a développé d'autres émotions qui, à mon sens, et si vous avez regardé Vice Versa, le film d'animation, vous le savez aussi, ce sont des combinaisons en fait des 6 émotions primaires. J'ai Nani qui dit que j'ai des problèmes hormonaux et l'un de mes chiens le sent 24 à 48 heures avant le pic hormonal. Et pendant cette période, il est hyper collant. Alors ça, oui, ça c'est top. C'est top, non, pardon. Enfin, si, c'est top. Parce que c'est justement cette compétence-là chez le chien, c'est-à-dire d'être capable de ressentir donc nos productions hormonales et puis aussi de les corréler parce que le mode d'apprentissage du chien, c'est principalement le mode associatif, c'est-à-dire que le chien fait des liens entre les événements et les conséquences de l'événement. Un chien qui, par exemple, va avoir peur des autres chiens, c'est probablement parce que les précédentes rencontres se sont pas super bien passées ou qu'il y a eu des rencontres qui se sont pas bien passées. Et donc, le chien a appris par association à « je vois un autre chien, potentiellement, il peut se passer que je me fasse défoncer la tête ». Et du coup, émotion de peur qui, elle, ne sera pas contrôlée, mais qui sera le résultat de l'instinct de survie dont je vous parlais et de l'apprentissage qu'il aura fait des situations. Donc le pic hormonal, le fait qu'ils sentent le pic hormonal, ça on le sait déjà. Et c'est pour ça que certains chiens sont utilisés pour détecter justement les crises chez les personnes qui ont ce type de problème. Je pense aux personnes épileptiques dont on sait que les chiens arrivent à prévoir les crises. Et je pense aussi au diabète. Il y a une association qui s'appelle Acadia, qui forme des chiens à détecter les crises pour les personnes qui sont diabétiques. Et donc, à qui on apprend à signaler à la personne diabétique que son taux d'insuline n'est pas bon et que donc il va se passer quelque chose. Donc, la personne est informée par son chien que la crise va arriver et donc du coup va pouvoir prendre les mesures nécessaires comme l'injection d'une dose d'insuline. Donc
Oui, effectivement, les chiens sentent vraiment, a priori, l'étude italienne le dit aussi, sentent nos émotions. Et c'est pour ça que je vous disais que, par exemple, à la question de Lilou et puis Anne aussi, qui posaient toutes les deux la question de savoir comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils le ressentent moins, ben c'est juste pas possible. Donc tout ça, effectivement, agit sur votre chien du fait qu'il le ressent, mais aussi du fait que ces émotions, en fait, on est nos émotions. C'est-à-dire que ces émotions, elles vont déclencher chez nous une action ou une absence d'action. Je vous parlais tout à l'heure de la fuite et de l'agression, qui sont donc des actions, on fait quelque chose, et puis de l'inhibition, qui elle, bah, c'est le fait de rien faire justement. Mais du coup, ça va provoquer une action ou une non-action de notre part. Et ça va influencer notre comportement tout entier, notre façon de voir les choses. Ça va modifier notre état d'esprit et ça va nous modifier notre attitude. Moi, là, je suis dans une formation où on est sur ce qu'on appelle de la méthode positive. Je mets un gros guillemet au mot méthode, ce qui, je pense, fera plaisir à un de mes formateurs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, je pense que la meilleure méthode, c'est celle que vous fabriquez vous-même. Donc oui, ça va impacter toute notre attitude, ça va impacter la vision qu'on a de notre chien. Il faut savoir que le fait d'adopter un chien ou de l'acheter, ça répond à un besoin qu'on a à la base. En fait, ça répond à 4 besoins. Aucun jugement dans ce que je vais dire, ni dans ce que j'ai dit avant. Il y a du jugement nulle part. Quelque chose n'est bon et mauvais que si nous-mêmes, on le considère comme bon ou mauvais. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis d'accord avec mon formateur qui nous expliquait qu'il n'y a pas de méthode à suivre. En fait, il faut suivre ce que vous sentez vous. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que vous lisez, dans ce que vous entendez? Qu'est-ce qui correspond à vos valeurs? En ayant quand même un tout petit esprit critique parce que il faut savoir que, comme je vous le disais, notre cerveau, il est en mode survie. Et en mode survie, il a tendance à automatiser les comportements pour que ça prenne moins de place dans le cerveau. Et il a également un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à chercher toujours ce qui confirme ce qu'il croit déjà savoir. Donc, je vous parlais des 4 besoins pour lesquels un être humain prend un chien. Et donc, il n'y a aucun jugement dans aucun des mots que je vais prononcer. Il y a le besoin de contrôle. Il y a le besoin d'image, le besoin de maternage et le besoin de travail. Donc, dans le besoin de travail, on va mettre tout ce qui est le gardiennage, la protection, mais on va mettre aussi tout ce qui est loisir. Donc, on va parler d'agility, de canicross, de pistage, etc., etc. Voilà, on met tout ça dans le mot travail. Le maternage, c'est le besoin de prendre soin de quelqu'un. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de jugement, c'est parce que ça peut être... c'est mauvais que quand ça va dans les extrêmes. Voilà. C'est-à-dire que le besoin de prendre soin de quelqu'un, ça peut être une très bonne chose parce que du coup, on va faire en sorte, on va faire possiblement tout ce que la personne, l'individu dont on veut le bien-être a besoin. Et puis, ça peut aller trop loin. C'est-à-dire que, par exemple, je pense avec les animaux au syndrome de Noé, les gens qui ressentent le besoin d'adopter des animaux qui ont été abandonnés et qui vont se retrouver avec 30 chats et 15 chiens dans un petit appartement de 10 mètres carrés, ils sont absolument pas en mesure de satisfaire les besoins de l'animal, mais ils satisfont leurs propres besoins de maternage. C'est pathologique, le syndrome de Noé. L'image, eh bien, c'est le besoin que le chien colle avec l'image qu'on a envie de donner de nous-mêmes et qu'on a envie que les gens voient de nous. Et puis, il y a le contrôle. Alors, le contrôle, ça veut pas dire forcément qu'on veut que notre chien, ce soit une marionnette qui obéit juste à la pensée. C'est plus le contrôle dans le sens...
Le monde est chaotique, on ne sait jamais ce qui va se passer et on a besoin d'avoir des repères sur lesquels se baser, des points qu'on sait fixes et qui vont nous servir comme la rambarde le long d'un escalier. On n'en a pas forcément besoin pour monter l'escalier, mais ça nous rassure d'avoir la main posée dessus et de savoir que s'il se passe quelque chose, ben voilà. C'est ça le besoin de contrôle, plus que le besoin de contrôle. L'adoption d'un chien, il répond à ces 4 besoins en proportion plus ou moins importante. Donc, vous avez bien compris que le fait que notre chien réponde à nos besoins, forcément, on ne se comporte pas avec lui de la même façon. Et par exemple, je me rends compte que je suis très exigeante avec mon chien et que le fait qu'il ne réagisse pas de la façon dont je m'y attends, ben chez moi, du coup, perte de contrôle, j'ai peur. Bim, émotion, j'ai peur. Au niveau de mon image, c'est pareil. Quand mon chien, à l'école du chiot, je mets un quart d'heure à le récupérer parce qu'il ne répond pas du tout au rappel, alors que tous les autres chiens sont revenus et ont déjà été remis en laisse. Au niveau de l'image, ben, c'est pareil, c'est pas top. Donc, du coup, ben, peur de ne plus être intégrée au groupe auquel je suis intégrée. Donc, voilà, nos émotions, nous impactent très, très fortement et donc, du coup, impactent notre chien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de savoir tout ça, c'est bien beau d'avoir appris tout ça, c'est bien beau de savoir que on ne contrôle pas nos émotions, donc on ne contrôle pas la façon dont notre chien les ressent. On se rend compte que comment est-ce qu'on apprend à un chien à gérer ses émotions alors que nous-mêmes, on n'en est pas capable ou peu capable. Et comment, du coup, est-ce qu'on peut aider notre chien quand, par exemple, lui ressent une émotion forte. La question a été posée aussi, qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire pour aider mon chien qui est soumis à un gros stress? Ah, voilà. Anou me dit, à l'inverse, nous aussi, on ressent l'émotion de notre chien et on sent quand il est pas bien ou quand quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème. Oui, alors ça, c'est sûr, parce qu'on a appris à lire notre chien, on a appris à voir comment il exprime ses émotions et comment il communique avec nous. Ou pas, d'ailleurs. À mon sens, en tant que futur éducateur canin, je pense qu'il y a 3 choses de base qu'on doit savoir sur nos chiens. C'est quels sont leurs besoins fondamentaux, de quelle façon ils apprennent, et donc ils comprennent le monde dans lequel on les met, et effectivement comment ils communiquent. Ce sont pour moi les 3 choses de base. Donc effectivement, on ressent l'émotion de notre chien parce que nous aussi, on apprend à lire son non-verbal. En l'occurrence, il a que ça du non-verbal. Donc oui, on ressent l'émotion de notre chien, mais pas au degré où lui le ressent, c'est-à-dire pas au degré où ça influence notre propre production hormonale de façon très très impressionnante. Je parlais tout à l'heure de l'étude qui montrait la corrélation entre les pics de cortisol, de production de cortisol chez le chien et le pic de production de cortisol chez son humaine, et le fait que l'inverse n'était pas vrai, c'est-à-dire qu'un pic de production de cortisol chez le chien n'entraînait pas de pic de production de cortisol chez l'humaine. On peut. Donc oui, effectivement, bien sûr, on ressent l'émotion de notre chien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a envie de les aider quand ils sont soumis à un gros stress. J'ai envie de dire, en fait, il faut faire la même chose pour eux que ce qu'on ferait pour nous, et puis surtout ne pas nous laisser aller à notre émotion. C'est-à-dire qu'on l'aperçoit seulement une demi-seconde après après que ça se soit déclenché dans notre corps, mais on peut en avoir conscience quand même. On peut se rendre compte effectivement que d'un coup, on a chaud aux joues, on n'arrive plus à respirer, on a le cœur qui est en train de sortir de notre poitrine. En fait, c'est du développement personnel. C'est-à-dire que pour que notre chien soit bien et pour aider notre chien à être bien et à gérer ses émotions, parce qu'effectivement, on ne peut pas les contrôler, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est les gérer. Donc, pour aider notre chien à gérer ses émotions, il faut nous aussi être capable de gérer nos émotions. Et du coup, ça devient du développement personnel, c'est du travail sur du très très long terme. Donc, comme un de nos formateurs nous l'a conseillé en début de formation, n'hésitez pas à vous faire aider. Quel que soit le moyen que vous choisissez pour y parvenir, enfin, sauf les moyens illégaux, bien sûr. Je pense
pas aux moyens légaux, mais aux moyens de vous faire aider, le psychiatre, psychologue, tout ce tout ce qui peut vous aider. Moi personnellement, ce qui m'a aidé, parce que là l'état de stress dans lequel vous me voyez est beaucoup moins important que ce qu'il était auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, j'aurais même pas été capable d'être en face de vous. Donc moi, c'est l'hypnose qui m'a aidée. L'hypnose et un blog de d'une coach de vie qui s'appelle Change ma vie et qui nous apprend justement comment ça marche tout ça, nos émotions, machin, et qui nous donne des solutions pratiques. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Elle n'est pas dans le flou, elle n'est pas dans le oh mais il faut faire un effort, ça va aller, t'inquiète pas. Non, elle nous donne des exercices pratiques à faire. Et donc là, par exemple, pour l'émotion, elle conseille de faire pause, de respirer 3 grands coups et de se dire, attends, là, je suis en train de ressentir une émotion, c'est quoi? Et est-ce que c'est approprié à la situation? Parce que même si l'émotion, on n'est pas capable de la contrôler, ce qui se passe après et la façon dont on la ressent et les actions qu'on mène du fait de cette émotion, on est capable, ça, de le contrôler. Alors, elle donne un exemple que j'adore sur nos émotions, justement, sur comment ça se provoque. Elle dit, par exemple, quelqu'un vous passe devant dans la file, vous le voyez passer devant, bim, l'amygdale, elle va balancer un peu de peur et un peu de colère, parce que en mode survie, quelqu'un qui passe devant vous, c'est potentiellement quelqu'un qui va vous piquer votre part de nourriture et qui va mettre en danger votre survie. Si on respire 3 grands coups, qu'on analyse la situation, on va pouvoir se rendre compte qu'en fait, on est à la poste, sur le point de récupérer un recommandé, et que le fait que la personne nous soit passée devant dans la file ne justifie pas forcément le fait qu'on lui saute à la gorge et qu'on essaye de l'étriper. Donc moi, c'est une image qui m'a beaucoup parlé. Donc voilà. Donc à mon avis, le meilleur moyen d'aider vos chiens à gérer leurs émotions, c'est d'apprendre vous-même comment ça marche et à les gérer, et du coup comment ça marche chez lui et à les gérer. Je vois mal, je prends un exemple humain encore une fois, je vois mal comment quelqu'un qui a une peur panique des araignées pourrait aider quelqu'un d'autre qui a une peur panique des araignées à vaincre sa peur, puisque lui-même a peur. Moi, je sais que, par exemple, les interactions avec les humains, donc moi, je suis un petit peu réactive congénère, en fait. Et au début où j'avais mon chien, je comprenais pas parce qu'à chaque fois qu'on était en balade et qu'on voyait des gens au loin, si mon chien n'était pas attaché, il leur fonçait dessus comme un gros malade, il s'arrêtait à 1,2 m en aboyant comme un gros taré, il leur faisait peur. Et du coup, processus associatif, tiens, quand je leur aboie dessus comme un forcené, ils ont peur et donc ils s'écartent de moi. Donc ce qui me fait peur s'écarte de moi. Donc mon but est atteint. Donc je vais le refaire. C'est comme ça que les chiens apprennent en fait. Ils font le lien entre ce qu'ils sont en train de faire, ce que ça a comme conséquence. Et c'est binaire un chien, mais aussi dans l'absolu, mais eux encore plus. C'est-à-dire que si ce qu'ils font leur apporte le résultat escompté, ils vont le refaire, comme sauter sur les gens pour avoir de l'attention. Et si ce qu'ils font n'a pas le résultat escompté, ils vont laisser tomber, ils vont essayer autre chose. Donc ils leur fonçaient dessus, ils fonçaient sur les gens qu'on croisait en balade, mais comme un gros forcené. Il leur aboyait dessus, les gens s'écartaient. Il revenait à moi de temps en temps, il s'arrêtait à 1 m de moi, il jappait 1 ou 2 fois, l'air de dire c'est bon, je m'en occupe, t'inquiète pas, et il repartait à leur aboyer dessus. Il se trouve que du fait du travail d'hypnose que j'ai fait, les interactions avec les autres humains me font moins peur. Donc du coup, quand je vois des humains au loin en balade, mon émotion à moi, elle est beaucoup moins importante. Et du coup, Nox s'est calmé sur le fait de leur foncer dessus et de leur aboyer dessus. Parce que, étant donné que moi, je les perçois plus comme un danger, ils ressentent plus le besoin de me protéger, les choses se passent mieux. Donc voilà, c'est du développement personnel en fait. Euh, Pensez à vous, occupez-vous de vous, pensez à votre bien-être à vous et vous pourrez aider votre chien. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi suite au message de Lilou tout à l'heure qui me disait « Je sais bien que je suis à 100% responsable du mal-être de mon chien quand je m'en vais. » Alors non, non. Ton chien, il n'a pas besoin de toi pour avoir des émotions.
quand tu t'en vas, il peut tout seul, sans que tu sois à 100 responsable, avoir l'émotion de se dire, «Ah mince, je reste tout seul, c'est une situation que j'aime pas bien. Donc du coup, ben, je vais être un peu triste ou je vais être un petit peu en colère» ou voilà. Il a pas besoin de toi pour avoir des émotions. Donc tu n'es pas, ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris dans le super podcast que je vous conseille, donc Change ma vie. C'est-à-dire que nous sommes les seuls responsables de la façon dont on se sent. Les autres ne le sont pas responsables de la façon dont on se sent, puisque nous sommes les seuls, à et ben, justement à ressentir, nos émotions et à agir, en conséquence. Et du coup, on n'est pas non plus responsable de tout chez les autres. Alors, bien sûr, quand on est, infect avec les gens, effectivement, il y a de fortes chances qu'on provoque chez eux une émotion qui soit désagréable. Donc oui, on est responsable dans ce sens-là. Dans l'autre sens, la personne n'est pas non plus obligée de l'accepter, enfin de la prendre en compte, cette émotion. C'est-à-dire que quand je vous disais de faire pause tout à l'heure, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, ben, la personne, elle a dit quelque chose qui nous a blessés. On a été blessés, donc on a ressenti l'émotion, colère, bien envie de lui défoncer, sa tronche. Mais on n'est pas obligé de la prendre en compte. On n'est pas obligé de s'y laisser aller à cette émotion. C'est-à-dire que si on n'est pas encore trop, en mode survie où, le raisonnement a été volontairement mis de côté, parce qu'il ne sert à rien, si on arrive à faire la petite pause dont je vous parlais tout à l'heure, respirer 3 grands coups et se dire: «Attends, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive?» Et de réaliser que, ben, en fait, ce que la personne a dit a généré telle émotion chez nous parce que. Et on n'est pas du coup, et que du coup, on n'est pas obligé de lui en vouloir, on n'est pas obligé de la garder, cette émotion. On peut décider que, en fait, c'est une interprétation de ce qu'elle a dit, que ça se trouve, elle voulait pas dire ça, et que ça se trouve, au contraire, elle a mis le doigt sur quelque chose qu'on a travaillé, et que c'est pour ça qu'on a été blessé, parce qu'on se sent particulièrement touché, ben, parce qu'elle a dit. Donc, encore une fois, progressez, apprenez à gérer vos émotions, et puis vous pourrez aider votre chien. Ça, c'est super. Merci beaucoup Yannick pour ce commentaire. Parce que la raison pour laquelle je m'y intéresse, pour laquelle je creuse le sujet, elle est personnelle, bien sûr, hein, ça vient de moi, c'est parce que moi, ça m'intéresse. Mais c'est aussi et surtout parce que je vais devenir éducateur canin. Je vais être amenée à aider des gens. Et tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie ou l'intérêt ou la capacité de faire toutes les recherches que je fais et de se former sa propre opinion. Et donc, une des choses que vous pouvez faire pour aider vos chiens et aider votre chien, je vous disais, c'est de vous faire aider vous-même. Donc, au niveau de la gestion de vos émotions et puis au niveau du chien tout court, faites appel à des professionnels. Faites appel à des gens dont c'est le métier, qui savent de quoi ils parlent et qui pourront ben, vous dire ce qu'ils savent, quoi. Et vous donner des astuces, vous donner des exercices, et vous accompagner justement dans l'aide que vous apportez à votre chien. Et comme toujours, comme je le disais précédemment, fiez-y-vous quand même un peu à vos émotions. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites la pause et où vous vous demandez ce que vous ressentez, quelle est cette émotion et à quoi elle sert, puisque ben, l'émotion elle a une fonction, survie, on en a parlé. Voilà, au moment où elle arrive et où vous l'analysez, vous pouvez tout à fait vous dire: «OK, c'est vrai, j'en ai besoin, OK, on y va, je la laisse aller et j'agis en conséquence». Donc ça, c'était pour mettre en lien avec le fait qu'il faut vous faire confiance aussi à vos émotions quand même si c'est d'une façon, critique. Ou si, la personne que vous allez voir, ça vaut aussi pour les clubs canins. Si ce qu'on vous dit, ça colle pas avec ce que vous pensez, ça colle pas avec vos valeurs. Si vous sentez un malaise, posez-vous la question, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Et si c'est pas ce que vous avez envie de faire, si ça correspond pas à vos valeurs, si ça vous met mal à l'aise, et ben vous laissez tomber. Vous allez voir quelqu'un d'autre parce que vous allez forcément finir par en trouver un avec qui ça colle. De la même façon, même si ce que vous dit la personne que vous avez en face de vous, ça va, ça colle, on est d'accord, tout va bien, mais que la façon qu'elle a de vous le dire, ou même que la personne en elle-même, ça colle pas, laissez tomber.
Ça sert à rien, vous êtes là pour aider votre chien, vous n'êtes pas là pour vous faire un copain. L'éducateur canin, le professionnel qui est en face de vous, je dis professionnel parce que je pense aussi aux vétérinaires comportementalistes qui peuvent vous aider avec le comportement de votre chien si vous avez des soucis avec ça. Si ça colle pas et que vous passez votre temps à être pas bien, votre chien, vous n'allez pas pouvoir l'aider parce que ce que dit la personne, vous n'allez pas bien l'intégrer. Il y aura toujours une petite voix, le petit bonhomme sur votre épaule qui vous dit ouais mais quand même je l'aime pas, ouais mais quand même je l'aime pas, et du coup son message il va pas passer et ça marchera pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire confiance, à vous dire que s'il y a un malaise, c'est qu'il y a un truc qu'il faut regarder. Et puis, prenez soin de vous et vous serez plus capable de prendre soin de vos chiens. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous n'avez pas trouvé que j'ai dit trop de bêtises. J'espère aussi que vous avez trouvé que j'ai dit des bêtises parce que ça veut dire que votre esprit critique est en marche et ça, c'est super important. Et si vous voulez continuer à en parler, éventuellement me poser des questions, que je puisse y répondre ou me donner votre avis, parce que pour moi, c'est on est riche quand on partage. Voilà. Partager, donner, recevoir égale richesse. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir été là. Pour tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des petits messages avant, merci, merci, merci. Et puis, je voulais aussi remercier Camille Gourmand, Aurélie, qui est à l'initiative de ce groupe, parce que elle aussi, sa valeur principale, c'est le partage, c'est donner, recevoir. Camille Gourmand, c'est une entreprise qui fonctionne sur ce principe-là. Et j'en profite pour lui faire un petit peu de pub. Elle vient de lancer, donc, avec Camille Gourmand, une campagne Kiss Kiss Bank Bank, qui vise à les rendre mobiles et à faire en sorte qu'ils puissent donc se déplacer à travers toute la France pour nous rencontrer et partager. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Camille Gourmand, retrouver la publication où elle parle de la campagne, cliquez sur le lien et soutenez-les. Voilà, je vous dis merci encore, passez une bonne soirée et puis si vous voulez qu'on continue de discuter après sur les commentaires, je reste un petit peu.